Alors maintenant, je voudrais parler des quasars. Alors les quasars, je vais vous expliquer d'abord comment on les a découverts, ce qu'on voyait avant de les découvrir, qu'est-ce que c'est, et puis je vais essayer de vous expliquer, de vous donner 2-3 idées pour vous montrer que cette découverte des quasars a été extrêmement importante dans toute l'astrophysique et la cosmologie. Alors, dans les années 50, donc tout au début des radios sources, on a catalogué, donc on voyait qu'il y avait des sources radio ponctuelles. Alors, les astronomes, dès qu'ils voient un objet, ils font un catalogue. Ça, c'est depuis l'Antiquité. Donc là, c'est l'Université de Cambridge qui s'est dit, je vais cataloguer toutes les sources radio ponctuelles. Et ils en étaient à la 3e version en 1959. Alors certaines de ces sources avaient des correspondances dans le visible. Mais de toute façon, ils avaient un problème parce que les coordonnées, je vous l'ai expliqué, elles sont imprécises dans le monde radio. Et donc, pour trouver la correspondance avec la source visible, c'est très difficile. Donc, ils appelaient ça des étoiles radio. Et c'était des sources radio, alors identifiées comme des étoiles. Donc, elles étaient ponctuelles. Alors, on pouvait trouver les spectres de ces fausses étoiles, de ces étoiles radio. Le problème, c'est que ça n'avait pas des spectres d'étoiles. Les spectres d'étoiles, c'est des spectres d'absorption, en général. Très peu d'étoiles avec des spectres d'émission. Et là, c'était l'inverse. Bon, donc ça ne collait pas. Donc, on ne savait pas du tout ce que c'était. Est-ce que c'était des objets de la galaxie ou ça venait en dehors de la galaxie? Alors, ils ont étudié, il y avait une de ces sources qui était la numéro 48 dans le catalogue de Cambridge, la 3C48. Et donc, celle-là a été observée dans le domaine visible et le domaine radio. Bon, très bien. Ils ont pris le spectre et ils ont trouvé un Z égale 0,36. 0,36, c'est énorme. À cette époque-là, on avait des Z de 1 millième, quelques centièmes, et c'est tout. Donc 0,36, ça semblait énorme, et la communauté des astronomes dit on est du strong. Et donc, ils n'ont rien fait. Ils ont dit 3C48, c'est une étoile radio comme les autres. Alors qu'en fait, c'était le premier quasar qu'on avait découvert. Mais on n'a pas vu. Alors maintenant, je vais vous expliquer en quelques minutes comment on a trouvé le premier quasar. Donc on était très intéressés à cette époque. On savait qu'on avait un problème avec ces sources radio. Et pour les localiser précisément. Une des manières de les localiser, c'était d'utiliser les occultations de la Lune. Donc là, vous avez dans ce petit dessin qui vous explique comment ça marche. Donc la Lune, on suppose qu'elle va comme ça. Et on suppose qu'on a une source, quand la Lune passe devant la source, évidemment, elle l'éteint. Donc la source, on suppose qu'elle est éteinte quand la Lune est dans cette position-là. Et puis qu'elle réapparaît quand la Lune est dans cette position-là. Dans ce cas-là, la source, elle est soit là, soit là. Bon, on a une certaine imprécision, mais enfin, comme on a quand même une certaine idée, en général, on peut s'en sortir et savoir si c'est là ou là. Donc, à cette époque-là, les astronomes faisaient des éphémérides qui indiquaient les occultations des sources radio par la Lune. Il y en a une source, la 3C273, qui en 1962 avait 3 occultations. Et donc, il y a quelqu'un, M. Cyril Lazare, qui a fait ces mesures sur un radiotélescope en Australie. Déjà un bel appareil, 64 mètres de diamètre. Il utilisait plusieurs fréquences. Alors, tout n'a pas fonctionné. Il y a eu la première occultation, il n'a pas eu de bons résultats. Mais finalement, il est arrivé au bout de ses peines et il a pu obtenir les coordonnées à 0,1 seconde d'arc près
pour ces sources. Alors en fait, il en a vu deux des sources, parce qu'il compliquait évidemment les choses. Il a vu une source faible ici, et puis une source forte ici, une source beaucoup plus violente ici. Bon, alors il donne les coordonnées à un de ses collègues qui travaille sur un gros télescope de 5 mètres de diamètre aux États-Unis. Et le monsieur qui s'appelle Martin Schmidt, il observe le 3C273 en optique, et voilà ce qu'il obtient. Donc là, on est dans l'optique, donc il voit les deux sources, la grosse source, la petite source. Bon, et il fait la correspondance avec ça. En plus, il obtient le spectre. Il est là, le spectre. Bon, c'est pas une netteté absolue. Il travaille 2 semaines sur le spectre. Et au bout de 2 semaines, il se rend compte que là, il a 3 raies. Et que ces 3 raies, ce sont les raies belles-mères, H-bêta, H-gamma, H-delta, qui sont décalées de Z égale 0,16. C'est pas évident du tout, parce que celle-là, elle n'est pas bien précise. Mais, bref, au bout d'un certain temps, il fait cette annonce. Donc là, il trouve que le Z est égal à 0,16. Donc il utilise la formule que je vous ai indiquée, et que ça montre que la source s'éloigne à 48 000 km/s. Donc c'est beaucoup plus que les vitesses que l'on a l'habitude de voir en astronomie, surtout à cette époque. Et ce qu'il constate aussi, c'est que l'intensité lumineuse de la source varie, pas en quelques jours, varie très, très rapidement. Donc là, les astronomes ils sont convaincus que 3C273, ce n'est pas une étoile radio, ce n'est pas une étoile belle. Donc ils ne savent pas trop ce que c'est, mais ils appellent ça l'année d'après, en 64, un quasar. Donc c'est pour Quasi-Stellar Object, QSO. Cela dit, ils ont donné un nom, mais ils ne savaient pas vraiment ce que c'était quand même. Mais ils savaient que c'était quelque chose de nouveau, de différent. Alors voilà, en quoi cet objet posait problème? Il pose problème pour 2 ou 3 raisons. Essentiellement parce qu'il est très loin et compact et très brillant. Alors la distance, elle est évaluée à cette époque-là à 2 milliards d'années-lumière. Parce que à cette époque-là, on savait déjà, on connaissait la loi de Hubble, qui à partir d'une vitesse donne une distance. Il y avait une imprécision assez grande, mais on avait quand même une idée. Et donc là, on trouve un objet qui est à 2 milliards d'années-lumière, ce qui est beaucoup plus que tous les objets qu'on connaissait. Donc, première chose. Donc, on peut connaître la luminosité. Alors, voilà un exemple d'une photo récente prise par le HST. Vous voyez, il n'y a pas la grosse source, puis la petite. C'est pas très spectaculaire. La luminosité optique, elle est énorme. On peut la calculer avec la distance. Et vous voyez, c'est 100 fois la luminosité de la Voie lactée entière. Donc c'est quelque chose d'énorme. Quant aux rayons, comme il y a des fluctuations assez rapides, on considère que le rayon de cet objet, c'est de l'ordre du système solaire. On dit c'est relativement petit par rapport aux autres distances. Alors voilà le spectre qui est plus propre, enfin plus facile à lire en tout cas, avec les décalages, vous voyez, H-delta, H-gamma, H-delta. Vous voyez qu'il y a une autre raie, la plus importante en fait, mais il ne la voyait pas, série Lazare, parce qu'elle était trop dans l'infrarouge. Son spectroscope ne laisse pas. C'est dommage, parce que c'était plus facile à faire. Bref, donc voilà donc la problématique qu'il y avait quand on a découvert ce quasar. Alors on a réfléchi, et je vais vous décrire maintenant rapidement qu'est-ce que c'est qu'un quasar, qu'est-ce qu'on sait des quasars. Ce sont des galaxies, qu'on appelle des galaxies à noyau actif. Alors d'abord, il y a plusieurs noms que vous avez peut-être rencontrés, des blazars, des radiogalaxies, il y a tout un zoo vraiment d'objets. Et en fait, on pense que ce sont les mêmes objets, mais qui sont vus par des angles différents. Donc moi, je vais parler que de ce que l'on appelle des quasars. Il y en avait très peu là, du temps des découvertes, il n'y en avait guère que quelques centaines, et maintenant on approche du million, un nombre absolument considérable. Alors qu'est-ce que c'est? C'est
d'abord un trou noir, un disque d'accrétion de matière qui se précipite, enfin qui est absorbé, si vous voulez, par le trou noir, et des jets de matière transversaux qui sont représentés ici. Donc, ils sont tous d'une grande luminosité et à une grande distance. Leur spectre est très compliqué, il y a des rayons X, bon, je n'en parle pas. Ils dégagent une énergie énorme, et l'énergie principale, elle est dégagée par la matière qui tombe sur le trou noir. Et c'est ça qui fait la grande luminosité du quasar. L'émission radio, elle est émise par effet, ce qu'on appelle l'effet cyclotron. C'est-à-dire un champ magnétique intense, et quand on envoie des particules chargées à haute vitesse, ça émet ce qu'on appelle un effet cyclotron, qui est dans le domaine radio. Lorsque le quasar a, disons, absorbé tout l'essentiel de son disque d'accrétion, il s'éteint. Le quasar, ça n'a qu'une durée de vie limitée. Le quasar ne peut pas tout absorber. Il ne peut même pas absorber la galaxie entière. Vous voyez, le rose, c'est ce qu'il y a tout autour du quasar. Le quasar, c'est le noyau de la galaxie. Mais la galaxie, là autour, il y a des étoiles qui se fichent complètement du quasar. Alors, là, je vous montre une image, c'est l'image la plus précise du quasar que l'on est aujourd'hui. En fait, je vous le montre, elle est publiée par les gens qui ont fait le trou noir, le HT. C'est pour vous donner une idée plutôt des dimensions du quasar. Ça, ce carré-là, il fait 100 années-lumière. Ce carré-là fait 25, hein, et ce carré-là fait 5. Donc vous voyez le quasar, donc son centre il est là, il est à 0,0, et vous voyez son jet, il va jusque là. Donc il fait pas 100, mais il fait quand même il fait 70 années-lumière de long, c'est des objets gigantesques. Vous voyez aussi que le jet n'est pas continu, donc on peut observer son évolution jour après jour. Donc là c'est une image un peu plus rapprochée, donc vous voyez là encore des bouts de jet, et puis là c'est le plus précis qu'on ait, donc là c'est le centre, et là c'est le départ du jet. Voilà. Alors la distance des quasars, on évalue toujours la distance des quasars par leur Z. Hein, alors pourquoi? Parce que en fait, il ne faut plus parler de vitesse de vitesse des objets à cette échelle-là, parce que à cause de l'expansion de l'univers. L'expansion de l'univers, ça a un gros inconvénient, c'est que la notion de distance change. Puisque si vous mettez, disons, si la lumière d'un quasar met 2 milliards d'années pour arriver à vous, quand elle est arrivée à vous, la distance est plus de 2 milliards, parce que l'univers c'est à grand. Donc vous voyez, des choses deviennent assez compliquées. Donc dans la pratique, on évalue les distances avec le Z, et on calcule les distances. Alors, par exemple, la distance en année-lumière, c'est en temps de parcours de la lumière de l'objet à vous, à partir d'un modèle cosmologique. Donc là, j'ai donné quelques exemples. Donc si vous avez un redshift de 0,1, vous voyez, vous êtes à 1,3 milliard d'années-lumière. Si vous êtes à 1, vous êtes à 7,8, etc. Donc c'est comme ça qu'on évalue les distances des quasars. Donc là, j'ai mis quelques exemples. Donc ça, c'est le quasar qu'on a découvert, de 0, avec le redshift de 0,158. Donc il est à 2 milliards d'années-lumière, c'est presque des plus proches. On a découvert des plus proches maintenant. En fait, c'est un petit quasar, je dirais, il n'est pas très lumineux. Alors comme il est très proche, on peut le voir avec une lunette d'amateur, avec un télescope d'amateur. C'est le seul quasar qu'on peut voir. Les autres sont beaucoup plus puissants, mais tellement loin qu'il faut des appareils professionnels. 3C48, c'est celui qui a failli être le premier quasar. Et puis là, vous voyez, ce que j'ai appelé le plus glouton, il absorbe 300 masses solaires, 300 soleils par an. Presque un soleil par jour.
quasar très, très puissant. Et le plus lointain, il a un redshift de 7,5 et il serait à la lumière aurait mis 13 milliards d'années pour nous parvenir. Alors, pourquoi les quasars sont importants? Les quasars sont importants d'abord en astrométrie, parce qu'ils sont très loin et donc ils n'ont pas de mouvement propre. Les astres ont deux mouvements par rapport à nous. Ils se rapprochent ou s'éloignent avec une certaine vitesse radiale, et puis dans le sens perpendiculaire, ils ont un mouvement propre. Et les étoiles ont des mouvements propres, mais elles en ont des perceptibles. Les quasars sont tellement loin qu'ils n'en ont pas. Donc ils semblent fixes. Donc le repère, le système de référence céleste officiel, eh bien, il est fait avec les quasars, puisqu'ils semblent fixes. Donc on a défini 303 quasars qui sont dans la dernière version c'est assez récent, c'est le 1er janvier 2019. Dans cette version, on a utilisé 303 quasars pour donner leurs coordonnées. Et ces quasars, donc les coordonnées, servent à définir, à se repérer dans l'espace. Alors 303 quasars, ça fait très peu pour tout le ciel. Donc on a défini des sources complémentaires qui sont moins précises, mais qu'on peut utiliser quand même. Donc ça, c'est les sources bleues et les sources jaunes. Donc en astrométrie, déjà, ils deviennent indispensables parce qu'ils nous forment le référentiel. Bon, ensuite, le quasar jumeau. Donc il a permis de découvrir la première lentille gravitationnelle. Alors quelle est l'histoire? C'est un astronome qui a observé deux objets, celui-là et celui-là, proches, qui étaient identiques, mais avec des variations à quelques jours d'intervalle, exactement 417 jours d'intervalle. Donc il observait les spectres de ces deux choses-là, et il trouvait que c'était exactement les mêmes, mais avec un décalage. Et alors comment ça s'interprète? Et bien en fait, c'est que ce sont les spectres d'un même objet, d'un même quasar, qui sont créés par une lentille gravitationnelle. Alors que je vous explique ce que c'est rapidement. Voilà. Donc là, vous avez la Voie lactée et l'observateur. Et là, vous avez une masse très importante, par exemple une grosse galaxie ou un amas de galaxies. Et là, vous avez un objet lointain. La lumière émise par l'objet lointain est déviée par la masse importante, par exemple par l'amas de galaxies. Tellement déviée que sur la Terre, eh bien, vous voyez l'objet, au lieu de le voir là, vous le voyez là. Donc c'est un mirage. Et vous pouvez avoir comme ça plusieurs images du même objet. Et c'est ce qu'on appelle, ça représente une lentille gravitationnelle. Et ça a été pressenti par la relativité générale. Einstein disait que, en fait, on n'en verrait jamais. Parce que c'est un peu comme Hertz, s'est trompé là-dessus. Il disait qu'il fallait qu'il y ait une telle précision entre l'alignement des astres que ça n'arriverait jamais. En fait, ça n'arrive pas très souvent, mais ça arrive quand même. Actuellement, il y a 219 quasars qui sont observés comme ça. Alors, c'est toute une partie en fait, de l'astronomie, même, parce que l'intérêt, c'est que l'image virtuelle, elle est plus puissante que l'image que vous auriez directement. Parce qu'il y a des déformations qui font qu'on reçoit plus de lumière, et il y a des objets qu'on découvre grâce aux lentilles gravitationnelles. Voilà. Alors, dernière chose que l'on a étudiée avec les quasars, c'est la réalisation. Alors, pour vous expliquer, il y a ce schéma. Voilà l'observateur et voilà le quasar. Donc, le quasar émet, je l'ai dit, en émission une raie qu'on appelle la raie Lyman alpha à 1215 angstroms. Alors, donc ça fait 121 nanomètres. Et donc c'est dans l'ultraviolet. Et mais comme il est décalé, comme il est loin, là on le voit dans le rouge. Hein, on le voit dans le rouge ici.
Donc il émet de la lumière, et cette lumière traverse des nuages, 1, 2, 3, 4 nuages. Et les nuages créent des raies d'absorption. Et ces raies d'absorption sont également décalées. Mais elles sont décalées, pas du même décalage puisqu'elles sont plus proches. Donc ce nuage-là, il fait cette raie-là qui est encore dans le rouge, celui-là c'est encore dans le rouge, celui-là c'est dans le jaune, et puis celui-là c'est dans le bleu. Donc, qu'est-ce qu'on doit voir? On doit voir un spectre comme ça. Donc avec une raie d'émission, et puis plein de raies, et puis autant de raies d'absorption qu'il y a de nuages qu'on a traversés. Alors voilà ce que ça donne. Je vous donne un exemple. C'est ce qu'on appelle la forêt des Mann-alpha. Donc là, vous voyez la raie d'absorption, et puis là, vous voyez, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a d'autres choses, mais les arbres de la forêt, ils sont là, ce sont ces raies d'absorption. Donc si on avait suffisamment de quasars, si on en avait plein, on pourrait faire carrément une cartographie de tous l'hydrogène neutre de l'univers. Bon, la mesure où il n'y en a pas suffisamment, donc on ne peut pas le faire, mais ce sont encore c'est un domaine de recherche, parce que vous voyez que le quasar il peut être plus ou moins loin, et donc on n'a pas la même forêt pour tous les quasars. Et en particulier, pour les quasars très très lointains, la raie des Mann-alpha elle est encore plus loin, ben, au début il n'y a rien du tout, et puis à un moment donné, il y a des hydrogènes ionisés qui est apparu, donc ça monte. Et, bon, c'est tout un domaine de recherche d'astrophysique. Voilà. Maintenant, on va passer on va passer au pulsar. Je ne sais pas si j'ai le temps de faire le dernier. Alors, les pulsars. Donc, je vais vous parler de la découverte, je vais vous parler du modèle que l'on a actuellement, et puis de deux choses importantes qui ont permis de découvrir la preuve indirecte des ondes gravitationnelles et les premières exoplanètes. Alors, donc en 1965, il y avait un professeur de Cambridge, et qu'est-ce qu'il faisait? Ben, il étudiait les quasars, parce que c'était vraiment le sujet à la mode, ça venait d'être découvert, et il étudiait la scintillation des sources des quasars, des sources radio-compactes, par l'ionosphère. Donc il construit un télescope, comme de la technique dont je vous ai parlé avant. Vous voyez, les 2000 dipôles, 1,8 hectare, quelque chose d'important. Et donc ça lui permettait d'avoir une grande sensibilité aux variations brutales de signal, pour étudier la scintillation. Et il embauche une étudiante qui s'appelle Jocelyn Penn, et qui commence par construire le radiotélescope, planter les antennes, faire tout le réseau électrique nécessaire. Et ensuite, elle a lu les bandes enregistreuses, et puis elle a ensuite fait sa thèse. Alors, pourquoi c'est intéressant? Ben, c'est qu'en fait, en 1967, elle a découvert un signal inhabituel. Alors voilà la bande qu'elle a vue. Bon, moi je ne comprends pas ce qu'il y a d'exceptionnel, mais elle avait l'œil. Et donc, une certaine, à ces coordonnées-là, elle a trouvé un signal à, en gros, d'une seconde de 337. Elle sait que c'est une source galactique, là encore, parce que ça revient à tous les 23h56 minutes. Donc ça, c'est l'enregistrement, disons, normal, et après, elle a accéléré l'enregistrement, et là, on voit les pulsations toutes les secondes de 337. Donc on observe un objet qui pulse toutes les secondes. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, ils ont pensé à un moment donné que c'était un extraterrestre. Comme vous voyez, ils appelaient le Little Green Man. Mais en fait, assez vite, ils ont abandonné ça.
Et ils se sont dit, en fait, non, ça doit venir d'une oscillation d'une étoile naine ou d'une étoile à neutrons. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est, et ça, c'était la bonne explication. Alors, le professeur, il a eu le prix Nobel pour cette découverte en 1974. La découverte, elle est... Alors, Jocelyn Bell, elle a voulu changer de sujet de thèse. Elle a dit ça, c'est beaucoup plus important que le sujet que j'ai. Elle avait bien raison d'ailleurs, parce que personne ne lit sa thèse, alors que sinon, tout le monde aurait trouvé l'intérêt à sa thèse. Mais le professeur n'a pas voulu, elle change de sujet, elle est annoncée trop tard. Et elle a quand même, donc c'est dans les annexes de la thèse, et elle a pas eu le prix Nobel. Alors ça a créé toute une polémique, parce qu'il y a des gens qui ont dit c'est injuste. Enfin, elle a bien réussi, après, en Angleterre, elle est pas morte, elle a reçu un tas de prix très honorifiques, donc elle n'a pas eu en souvenir. Alors qu'est-ce que c'est qu'une étoile à neutrons? En fait, j'ai trouvé la meilleure définition de celui qui a inventé le concept qui s'appelle le Zwicky. Donc c'est l'exposant d'une étoile massive au supernova va donner naissance à un petit astre ultra dense composé de neutrons écrasés les uns contre les autres. Donc il faut s'imaginer que c'est simplement des neutrons qui sont à touche-touche. Donc en effet, quand une étoile meurt, quand elle n'a plus assez quand les réactions nucléaires s'arrêtent, eh bien, la gravité l'emporte et elle diminue de volume. Elle s'effondre. Et le résultat dépend de la masse de l'étoile. Je ne vais pas aller dans les détails, mais il y a une masse autour de 10 masses solaires où on obtient une supernova et le résidu, c'est une étoile à neutrons qui fait un rayon de l'ordre d'une dizaine de kilomètres et qui a une densité assez faramineuse. Alors les étoiles à neutrons qui ne sont pas des quasars sont très très difficiles à détecter. Là je vous donne un exemple, mais elles émettent très peu de lumière. Alors qu'est-ce que c'est quel est le modèle, si vous voulez, des pulsars? C'est donc une étoile à neutrons qui tourne. Donc voilà l'axe, voilà le pulsar. Il tourne autour de cet axe. Il a un magnétisme très élevé et qui n'est pas aligné avec l'axe de rotation. Donc voilà l'axe magnétique. Là, on a représenté les champs. C'est comme la Terre, en fait. La Terre tourne. Elle a aussi c'est un dipôle. Elle a aussi son champ magnétique. Et il y a émission d'ondes radio dans ce cône-là, autour de l'axe magnétique. Et si le cône balaye de la Terre, là, on perçoit le signal, on perçoit qui s'entend dans le cône. Alors actuellement, on connaît assez peu de pulsars, on connaît à peu près 2500, parce qu'évidemment, si la Terre est ici, on ne se rend pas compte que c'est un pulsar. On pense qu'on n'en connaît que 3%. Alors, les propriétés rapidement, c'est des objets qui ne sont pas très lourds. On est parti d'une étoile qui faisait 10 masses solaires, mais il en reste très peu, la plupart de la matière a été éjectée. Les rayons, c'est de l'ordre de 10 km, 10-15 km. La densité, vous voyez, c'est énorme, c'est de l'ordre du milliard de tonnes par centimètre cube. C'est absolument pas à notre échelle. Le champ gravitationnel est évidemment très élevé. La vitesse de rotation, ça va de quelques millisecondes à 10 secondes. Le champ magnétique est très fort. On connaît un pulsar, le pulsar du Crab, et c'est le plus récent, le plus jeune, puisqu'il a été, c'est le résultat de l'effondrement de la supernova de SN 1054. Bref, j'accélère parce que. Alors, dans les pulsars, vous voyez qu'il y a plusieurs. Voilà. Il y a ce qu'on appelle les pulsars millisecondes. Alors voilà
diagramme qui vous donne, en fonction de la périodicité, le nombre de pulsars. Donc vous voyez, la plupart, ils sont autour d'une périodicité de 1 seconde. C'est cette grande tour. Là, puis il y en a là, c'est beaucoup plus court. On est autour de l'ordre de la milliseconde. Et donc on a trouvé qu'il y a à peu près 150 pulsars millisecondes dans la Voie lactée. Et comment ils se sont formés? On pense qu'ils ont absorbé le moment cinétique d'une étoile qui orbitait autour, et l'étoile a été absorbée, et donc le pulsar a tourné plus vite. C'est pour ça qu'on arrive à ces vitesses assez faramineuses. Alors l'intérêt de ces pulsars, c'est qu'ils sont beaucoup plus précis. La majorité, le temps de rotation, la période des pulsars a tendance à croître un petit peu. Mais les pulsars millisecondes sont beaucoup plus précis que les pulsars ordinaires. Ils ont des... là, vous voyez, la vitesse de la décroissance est d'ordre de 10 puissance moins 20 contre 10 puissance moins 15. Et ça, c'est des pulsars normaux. Ça, c'est des pulsars millisecondes. Et vous voyez qu'ils sont beaucoup plus précis. Donc, ces pulsars millisecondes, ils ont deux caractéristiques. Ils ont d'abord un champ gravitationnel fort, comme tous les pulsars, mais une horloge extrêmement précise. Pratiquement plus précise que toutes les horloges qu'on peut faire sur Terre. C'est assez surprenant. Donc, c'est un laboratoire idéal pour tester la relativité. Il y a plusieurs expériences, plusieurs mesures qui ont été faites. Et là, je vous en ai écrit une qui a été faite par ces deux astronomes qui ont eu le prix Nobel d'ailleurs pour cette expérience, cette mesure, Hulse et Taylor. Donc voilà, qu'est-ce qu'ils ont observé? Ils ont observé que la période des impulsions est variable, un petit peu variable, une variation de 0,13%, avec une périodicité de 7h75. Ça, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque les pulsars millisecondes sont souvent associés à un autre objet. Et qu'est-ce qui se passe quand on a deux objets de masse à peu près comparables? C'est les lois de la gravité qui s'appliquent, mais ce n'est pas les lois de Kepler. Donc vous avez les deux objets, ils tournent autour de leur centre de gravité qui est fixe, et chacun décrit une ellipse, et ils ont la même période. Vous voyez, celui-ci il décrit comme ça, celui-là il décrit comme ça. Donc là, voilà la position de ces deux objets. Voilà, un peu plus tard, ils sont comme ça, et après ils sont comme ça. Bon, donc ils ont déduit de ces variations, de ces petites variations, ils en ont déduit que c'était dû à la présence d'un compagnon compact invisible. Donc ils voyaient ceci et ils en ont déduit qu'ils avaient un autre compagnon à côté qui tournait aussi autour du pulsar. Alors vous voyez que quand le pulsar est décrit une orbite comme ça, parfois il se rapproche de vous, parfois il s'éloigne de vous, ce qui fait varier la période des impulsions. D'une manière un peu plus précise, voilà l'exemple. Donc là, c'est le centre de gravité de nos deux objets. Ça, c'est notre pulsar. Donc vous reconnaissez le cône. Donc lui, il tourne avec une période en moyenne de 59 millisecondes. Il avance comme ça. Et puis celui-ci, il tourne comme ça. Alors, ils ont calculé les distances. Et en fait, ce sont des objets qui sont très serrés. La distance, entre le pulsar et le compagnon, ça varie entre 1,1 et 4,8 rayons solaires. C'est des objets très serrés. Et le demi-grand axe de l'orbite du pulsar, c'est simplement 1,5 fois le rayon solaire. Alors le compagnon, on ne sait pas ce que c'est peut-être un pulsar qui va l'être, mais à la limite, on s'en fiche un peu dans la mesure où on connaît son poids. Bon, jusqu'à présent c'est intéressant, mais le plus intéressant, c'est maintenant. C'est que ce pulsar a été étudié aussi beau, d'ailleurs, par le télescope dont je vous ai parlé avant, pendant 30 ans. Et on s'est rendu compte, alors la période orbitale,
orbitale exacte, c'est 27 907 secondes. Et on s'est rendu compte qu'elle décroissait de 67 nanosecondes à chaque révolution. Vous voyez la précision qu'on peut avoir avec la radioastronomie. Hein, et ce qui fait une vitesse relative de 2,4 10 puissance moins 12. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le pulsar et son compagnon perdent de l'énergie. Ils se rapprochent de 3 mm à chaque tour. Alors ça, on l'a calculé, on l'a mesuré. Ce qui fait qu'ils devraient fusionner dans 300 millions d'années. Donc ça, c'est la constatation. Alors, quelle est l'interprétation? Ben, l'interprétation, c'est que les pulsars, enfin le système, émet des ondes gravitationnelles. Et cette expérience a été la première observation, la première preuve indirecte des ondes gravitationnelles. Alors, qu'est-ce que c'est que les ondes gravitationnelles? Bon, on ne va vraiment pas rentrer dans le détail, mais ce qu'il faut savoir, c'est que disons, en physique classique, vous avez l'espace, et puis il y a disons, ces règles, ces axes, et puis vous avez les masses, et les masses n'ont aucun effet sur l'espace. Vous pouvez avoir dans cette pièce, vous pouvez mettre autant de masse, ça ne va pas changer l'espace. En relativité générale, c'est pas vrai. Il y a un lien entre les masses et l'espace. Et les espaces sont courts. Et ils dépendent de la répartition des masses. Donc, qu'est-ce que fait notre système de deux masses qui sont très importantes, qui tournent très vite? Et bien, en fait, il modifie la courbure de l'espace. Modifie la courbure de l'espace, proche du système et loin. Donc, il envoie ce qu'on appelle des ondes gravitationnelles. Ces ondes gravitationnelles émettent de l'énergie. Et la théorie de la relativité permet de calculer l'énergie qui est émise par le système. Et alors, c'est là où il y a toute la beauté de la chose, c'est que les deux astronomes dont je vous ai parlé, eh bien, ils ont mesuré, donc ce sont les points rouges, les décalages qui sont dus des décalages de la vélocidité et la courbe théorique. Et vous voyez que la courbe théorique, elle colle parfaitement bien, disons, à l'épaisseur du trait avec ce qu'ils ont calculé. Et ça a été la première preuve indirecte des ondes gravitationnelles. Alors depuis, on a mesuré directement les ondes gravitationnelles. Mais là, en 1900, je ne sais plus trop, ils ont eu le prix Nobel en 1993. Là, c'était pas le cas. Alors vous voyez, ils ont eu le prix Nobel ici, ils ont fait des expériences un peu plus tard, et juste voyez, c'était toujours bon. Vous pouvez être sûr qu'on va continuer pour vérifier qu'il n'y a pas de doute derrière ça, parce que ça paraît assez incroyable. C'est ce qui fait rêver tout astronome, hein, de faire une mesure de précision extraordinaire, et puis d'utiliser une théorie qui n'a rien à voir en fait avec ces mesures, et de trouver la corrélation entre les deux. C'est ce qui fait dire aux astronomes qui passent à aimer vraiment dans des choix extraordinaires. Alors, je voudrais maintenant vous parler d'une autre découverte, alors qui n'est pas du tout célèbre, mais qui, moi, je trouve, est très importante. C'est la découverte des premières exoplanètes. Donc là, c'est un autre astronome qui a aussi découvert un pulsar, aussi une milliseconde, peu importe son nom. Lui, il faisait de l'ordre de 6, sa période, c'était 6 millisecondes. Alors voilà la courbe des pulsations. Alors là, les échelles de temps sont très différentes. Ça fait à peu près 1 an. Hein, et puis ça, c'est les écarts. Donc il voit qu'il y a des écarts de variété des pulsations. Et vous voyez qu'il y a une certaine périodicité justement dans ces écarts. Bon, donc ça c'est la courbe qu'il a obtenue en 1990 et 1991. Alors comment il a interprété ça? C'est un peu la même idée que avant, mais il a dit il y a des planètes, il y a des exoplanètes qui tournent autour du pulsar et qui donc déplacent un petit peu le pulsar, soit qu'il rapproche, soit qu'il dévoile.
et ce qui fait une différence de vitesse. Alors, donc il a calculé, alors ils ont calculé alors le problème c'est que c'est quand même, en fait il n'y a pas une planète qui tourne, il y a deux planètes. Et donc ils ont trouvé, en faisant des simulations, qu'il y avait deux planètes qui étaient en résonance 3-2 autour de ce pulsar. Et ils ont calculé les périodes. Alors voilà donc le résultat. Donc le pulsar il est à 2000 et quelques années-lumière. La période des planètes c'est 66 jours et 98 jours. Et la masse c'est 4,3 et 3,9 masse de la Terre. Et ça a été fait, ça a été publié en 1992. Et bon, il n'y a pas grand monde qui sait ça. Et donc vous savez que l'année dernière, on a attribué des prix Nobel à Michel Mayor et à Didier Queloz pour leur découverte. Et beaucoup de gens ont dit qu'ils avaient découvert en 1995 la première exoplanète 51 Pégase B. Alors c'est faux, du moins c'est pas très exact. Ils ont découvert la première exoplanète autour d'une étoile de la séquence principale. Mais on a trouvé avant une exoplanète autour d'un pulsar. Alors c'est assez surprenant parce que le pulsar il est beaucoup plus loin que 51 Pégase, qui est à 51 années-lumière. Les planètes elles sont beaucoup plus petites. Ils ont découvert, Mayor et Queloz ont découvert une super Jupiter. Jupiter chaud, je veux dire, qui fait 146 fois la masse de la Terre, donc ce qui est très gros. Donc, disons que, comment dire, le Polonais n'a pas été associé au prix Nobel. Moi, personnellement, je trouve que c'est un peu dommage. Bon, il faut reconnaître que la découverte de Mayor et Queloz a eu une importance considérable, puisque maintenant, d'abord, on trouve on est à 4000 ou 5000 exoplanètes, ils ont aussi Mayor et Queloz, alors qu'on ne connaît qu'une dizaine de pulsars avec des planètes autour. Il faut reconnaître que de ce point de vue-là, la découverte de Mayor et Queloz est beaucoup plus importante que celle du Polonais. Mais en fait, l'idée était la même, seulement appliquée dans deux domaines de la physique. L'un qui regardait le spectre, et puis l'autre qui regardait les variations de pulsation de pulsar. Voilà. Je crois que on continue ou tu veux. Alors, c'est vrai que ça fait un peu long, mais le ciel était assez couvert. Bon, alors on continue. Rassurez-vous, la dernière partie est beaucoup plus courte parce que. En fait, Bon, je continue rapidement. Allez. Donc j'ai dit de toute façon que cette dernière partie était assez courte. C'est la découverte, c'est pas que c'est pas important, mais c'est que ça pourrait vous entraîner extrêmement loin. C'est la découverte du fond cosmologique. Donc là, on se trouve dans les années 60 et toujours le téléphone qui veut améliorer les liaisons satellitaires. C'est le problème du moment. Et il construit cette énorme antenne qu'on appelle une antenne cornée. Donc ça c'est en métal, ça tourne comme ça, et donc les ondes elles rentrent là-dedans et puis vous récupérez le signal. C'est rarement fait, moi j'ai jamais vu d'exemple même d'antenne cornée de cette taille, c'est souvent fait en fait comme récepteur pour l'antenne. Mais en plus, ils n'ont pas que l'idée d'améliorer les liaisons satellitaires, ils embauchent deux radioastronomes, Kansas et Wilson, pour faire des mesures d'astronomie. Et ils découvrent, Kansas et Wilson découvrent un signal isotrope et uniforme à 7,3 cm. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle le fond cosmologique. Alors, eux ne sont pas des théoriciens, et donc ils vont voir, ils ont pris énormément de précautions pour faire
faire leur découverte, parce que c'était quand même un signal faible, donc ils ont mis beaucoup de temps, mais ils ont dit on a quand même ce signal. Alors ce sont là des théoriciens, ils vont voir des théoriciens à l'université de Princeton, qui leur dit ah ben oui, on sait exactement ce que c'est. C'est ce qu'on appelle le fond cosmologique. Et il publie en 1965, en même temps, les résultats, la partie pratique, si vous voulez, et l'interprétation qu'on a donnée, l'interprétation cosmologique qu'on a donnée de ces autres astronomes. Bon, il y a eu 3 prix Nobel pour tout ça, pour les Petzas et Wilson d'abord, et l'année dernière, Peebles, un autre qui a. C'est pas uniquement pour ça, mais il y a eu le prix Nobel pour l'ensemble de ses travaux en cosmologie. Alors, je passe à l'étude. Ce qu'on appelle le fond cosmologique, c'est d'abord une des preuves du Big Bang. Alors, c'est quelque chose qui est connu depuis relativement longtemps, qui a commencé par être anticipé par deux théoriciens, Gamow et Alfer, et il y a même un Français qui, en 1956, l'a observé, a annoncé, le jour où l'observatoire de Montsépan. Et seulement, il connaissait ce Français, il connaissait pourtant, en faisant sa thèse, il connaissait les travaux de Gamow et Alfer, mais il n'a pas publié. Bon, ça ne l'intéressait pas. Donc, c'est une occasion ratée, parce qu'il doit être plus ou moins. C'est un des 3 piliers de la théorie du Big Bang. C'est quand même très important de ce point de vue-là. Alors, qu'est-ce que c'est quelle est la relation entre le Big Bang et le fond défi cosmologique? Ce qu'il faut savoir, pour résumer en quelques phrases, c'est que l'univers primordial était très petit, très chaud et très dense. Okay? Et donc il s'est formé d'abord des noyaux, et l'univers était ionisé. Mais l'univers était tellement dense que les photons, il y avait déjà des photons, mais ils ne pouvaient pas circuler. Mais l'univers se refroidit, se dilate. Et à un moment donné, l'univers devient transparent. Ça se passe 380 000 ans après le Big Bang. C'est ce qu'on appelle la recombinaison. Et le fond, ce fameux fond dont on parle là, il est constitué des premiers photons qui sont découplés de la matière et qui circulent librement. Et c'est donc la limite, et c'est la limite du domaine visible en ondes électromagnétiques. Donc ça, c'est pour résumer brièvement. Alors, quelques dessins des explications pour expliquer ce qui se passait avant la recombinaison, pendant la recombinaison et après la recombinaison. Donc avant la recombinaison, l'univers est un plasma simplement, qui est formé de noyaux. En fait, il n'y a que de l'hydrogène et de l'hélium, un petit peu de lithium, un petit peu de deutérium, enfin, c'est essentiellement de l'hydrogène et de l'hélium. Il y a des électrons et des photons. Les électrons ils sont noirs et les noyaux ils sont en rouge. Et tout ça, c'est terriblement compacté. Et vous voyez, les photons, ils rebondissent sur la matière et ils ne peuvent pas voyager. À la recombinaison, vous voyez, les atomes se forment. C'est-à-dire que les électrons, se mettent à tourner autour des noyaux. Et ça libère les photons. Et les photons peuvent si tu pouvais parler dans le micro, c'est bien, oui. Merci. Excusez-moi. Ouais, là, c'est la recombinaison, ça ne réussit pas. Donc, c'est une période qui s'est faite relativement brièvement. On pense que c'est de l'ordre de 100 000. Et après la recombinaison, l'univers est neutre, très important, l'univers est neutre, c'est-à-dire on a des atomes, on n'a plus d'ions, on n'a que des atomes et des photons. Donc l'univers est neutre et transparent. Alors on dit parfois que ce fond, il vient d'une surface de dernière diffusion. Bon, c'est une image qui vaut ce qu'elle vaut. On
donne parfois la comparaison avec le Soleil. En effet, le Soleil au centre, comme ça fait 700 000 km du Soleil. Au centre, vous avez énormément de photons. Il y a des processus nucléaires qui émettent des photons très énergétiques et que vous ne voyez jamais parce que les photons interagissent avec la lumière comme donc, dans notre avec la matière, je veux dire, comme dans notre univers primitif. Donc la surface, en fait, d'où viendraient ces photons, ben, elle est maintenant très loin. Elle est à 43 milliards d'années-lumière et elle est sur une toute petite épaisseur, de même que sur le Soleil, les photons que l'on voit du Soleil, le photon est plein de soleil, le Soleil est plein de photons si vous voulez, mais l'épaisseur c'est la photosphère qui fait guère que quelques centaines de kilomètres. Donc de ce point de vue-là, on peut dire qu'il y a une certaine comparaison. Bon, enfin, l'univers, sur le fond, toutes les comparaisons qu'on fait sur l'univers sont fausses, parce que l'univers est unique, l'univers est un tout, on ne peut pas, il n'y en a pas deux, donc on ne peut pas le comparer à autre chose finalement. Bref, donc au moment de la diffusion du fond cosmologique, l'univers avait 380 000 ans. Ce qui s'est passé il y a environ 13,7 milliards années. La température, c'était 3000 K. Et l'univers était, je vous ai dit qu'il y avait une expansion de l'univers, l'univers était 1000 fois plus petit qu'aujourd'hui. Alors là, on s'est rendu compte très vite que c'était une découverte extrêmement importante et qu'il fallait chercher la précision. Et que pour chercher la précision, il fallait lancer des télescopes dans l'espace dédiés à cette fonction. Donc il y a eu 3 missions spatiales qui ont été faites dans les années 90. Vous voyez, la dernière, en fait, Planck, beaucoup plus récente, il y a quelques années. 3 missions spatiales, COBE, WMAP et Planck, qui à chaque fois ont étudié le fond cosmologique et on va voir l'apport que chacune des missions a apporté. Alors, il y a eu 2 prix Nobel, vous voyez l'importance de la chose, même qui ont été donnés, qui ont été attribués au concepteur du premier de COBE. Alors voilà, donc la première des choses importantes, c'est on a obtenu un spectre du fond cosmologique complet. Parce que notre Penzas et Wilson, ils avaient vu qu'à 7,5 cm, là, il y avait un fond qui venait de toutes les directions, mais c'était en un point, simplement. Et on a fait le spectre complet, avec leurs différents instruments, et il a fallu différents instruments pour balayer toutes ces longueurs d'onde. Et voilà le résultat. Alors là encore, c'est une courbe qui fait rêver les astronomes, parce que c'est le corps noir le plus parfait que l'on connaisse. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un corps noir? C'est un corps qui ne fait que émettre de la chaleur, des radiations. Donc, ces radiations dépendent de la température. Eh bien, alors, les étoiles, par exemple, sont des corps noirs. Disons, mais approximativement. C'est-à-dire que si vous comparez le spectre d'une étoile, elle a une certaine température, et le corps noir, disons, théorique, à cette température, il y a une légère différence entre l'étoile et le corps noir théorique. Alors que là, eh bien, on est exactement, vous voyez la courbe, vous voyez les points de mesure, eh bien, c'est exactement la même courbe. Et ça, c'est quelque chose d'assez surprenant de savoir que le corps noir le plus parfait que l'on ait observé, eh bien, c'est ce fond cosmologique. Bon. Donc, oui, ce qu'on peut signaler encore, c'est que le maximum de la longueur d'onde, c'est 2 mm. C'est pas le signe. Donc, on est en plein dans le domaine radio. Ensuite, on a constaté des anisotropies. Donc, les deux pionniers, Penzas et Wilson, ont dit que c'était uniforme. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Donc là, vous voyez les 3 missions, COBE, WMAP, Planck, et voilà, disons, les différences qu'ils ont repérées.
vous voyez là que c'est plus parfaitement homogène. Et je vais vous montrer la dernière carte, la plus importante, celle de Planck, qui a donné la carte des anisotropies du fond cosmologique. Donc le fond est uniforme à 100 millièmes près. C'est à la fois beaucoup et très précis, et pas beaucoup précis. Donc il y a des inhomogénéités de température qui se traduisent par des inhomogénéités de densité. Et donc ça, ces inhomogénéités, ça traduit la formation des premières structures de matière dans l'univers. Voilà, donc si vous voulez, ça montre qu'il y avait déjà l'univers. Dans son principe, on suppose toujours qu'il est homogène. Ben, c'est pas à grande échelle, c'est vrai, mais vous voyez, il y a déjà là des inhomogénéités. Et donc il faut expliquer après, là, que les gens qui font de la cosmologie doivent expliquer après pourquoi il y avait des inhomogénéités à cette époque-là, à 380 000 ans après le Big Bang. Alors là, par exemple, c'est une des raisons qu'il faut intervenir la matière noire. Parce que sans matière noire, on ne peut pas l'expliquer. Donc il y a énormément de contraintes, de modèles cosmologiques qui viennent de cette carte. Alors évidemment, je ne peux pas rentrer dans les détails parce que là, on n'en finirait absolument pas. Voici ma dernière information sur ce fond. On peut se poser la question, mais quelle est vraiment son intensité? Eh bien, en fait, il représente 410 photons par centimètre cube. Alors c'est à la fois beaucoup et peu. Si vous regardez évidemment le Soleil, c'est beaucoup plus que ça. Mais 410 photons par centimètre cube dans tout l'univers. Et ce qui est surtout important, c'est de comparer ce nombre avec l'intensité du fond extragalactique infrarouge et visible. Alors là, c'est sur ce diagramme-là. Là, vous avez les longueurs d'onde. Donc là, vous avez le visible, en gros, là, vous avez l'infrarouge, et là, vous avez le fond cosmologique. Donc ça, c'est la lumière qui vient, d'abord je ne parle là que de ce qui vient en dehors de la galaxie. On se place dans l'univers, hein, on fait de la cosmologie. Donc si on se place dans l'univers, il faut supprimer tout ce qui vient de la galaxie, qui évidemment pollue les mesures qui viennent de l'univers. C'est bien évident, si on regarde le Soleil, c'est pas, on ne regarde pas l'univers. Bon, donc, ça vient des étoiles. C'est toute la lumière qui vient des étoiles. Ça, c'est la lumière qui vient, c'est de l'infrarouge, c'est la lumière qui vient des nuages, ou c'est la lumière d'étoiles lointaines qui est dérivée en infrarouge. Et puis ça, c'est le fond cosmologique. Et vous voyez que ce fond cosmologique, il est beaucoup plus important en énergie que toute la lumière émise par les étoiles et toute la lumière émise par les nuages. Donc il est vraiment terriblement important. Il est faible, hein, on sent heureusement pour nous, mais en fait, moi j'ai fait le calcul et je ne me souviens plus exactement, mais on reçoit par seconde des milliards de photons du CMB par centimètre carré. Donc depuis le début de notre séance, on en a reçu des nombres absolument faramineux. Ce sont des photons qu'on reçoit, disons, en très grand nombre. Et en beaucoup plus grand nombre que tout ce qu'il y a autour. Si on a supprimé tout ce qui vient de la galaxie. Voilà, je crois que j'ai terminé. Alors pour conclure, ça va être rapide. Bon, j'espère que je vous ai convaincu qu'on a fait des découvertes vraiment importantes grâce à la radioastronomie. Dans les années, vous voyez, là, les années 50, de 50 à 67, on a fait vraiment 4 découvertes qui ont révolutionné, c'est peut-être un mot un peu fort, mais qui ont vraiment apporté énormément à l'astrophysique et à la cosmologie. Alors, je vais vous parler rapidement de deux télescopes, radiotélescopes qu'on devrait construire dans les siècles à venir. Et je vais vous parler aussi, dire un mot, de la prolifération
de tous les ennuis que nous créent les satellites, et en particulier les satellites basse altitude qui communiquent, qui communiquent avec la Terre. Et en particulier, vous avez par exemple un projet comme Starlink qui devrait ajouter 42 satellites à basse altitude pour améliorer les liaisons Internet et qui devrait donc créer une pollution à la fois pour le visible d'ailleurs et pour la radio. Ça, c'est vraiment un problème pour les siècles à venir. Donc voilà un radiotélescope qui est en cours de construction. Il est, vous voyez, en fait, il est en deux phases. Moyenne fréquence, enfin, il est en deux phases. Il travaille sur deux bandes de fréquences, une moyenne fréquence et une basse fréquence. Il utilise les techniques modernes dont je vous ai parlé. Il devrait améliorer la sensibilité par 10. Alors, il est en deux étapes. Pour le moment, on ne construit que SK1A. Et il devrait multiplier par 10 la sensibilité actuelle, et la deuxième étape devrait multiplier par 100. Bon, c'est en Afrique du Sud et en Australie. C'est en cours de construction et ça devrait fonctionner, je crois, en 2024. Donc on devrait le voir. Alors voilà un autre projet qui est beaucoup plus hasardeux et futuriste. C'est un projet sur la Lune, de faire, alors là justement pour éviter tous les ennuis, toute la pollution humaine, c'est de faire un radiotélescope sur la face cachée de la Lune. C'est la NASA qui étudie ça depuis quelques mois, en fait seulement. Donc il s'agirait, donc là c'est le style Arecibo, il s'agirait dans un cratère de quelques kilomètres de diamètre, de mettre un télescope de 1000 mètres de diamètre, et puis donc il étudierait, donc c'est des grandes ondes, des ondes de 10 à 50 mètres. Et l'antenne, elle serait suspendue comme à Arecibo, par des câbles comme ça. Alors évidemment, vous voyez bien toutes les difficultés qu'il peut y avoir. Ce sont des robots qui feraient le maillage de tout ça. Le télescope, on le prévoit automatique, mais il faut quand même de la maintenance. Et donc il faut une équipe à côté qui puisse intervenir. Bon, peut-être que les plus jeunes, s'il y a vraiment des jeunes, peut-être qu'ils le verront, mais moi je ne le verrai pas, ça c'est sûr. Parce que ça paraît très 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 difficile à faire. Voilà, je crois que j'ai terminé. Et là, quelques questions. Sinon, moi j'ai trois petites choses à vous dire pendant que les questions éventuelles se préparent. Notre conférencier s'hydrate un petit peu. D'abord, le ciel vient de se découvrir, donc vous allez effectivement pouvoir regarder Jupiter et Saturne, ça c'est la bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que les astronautes sont bien rentrés sur Terre plutôt à minuit, comme prévu, à l'heure prévue, ils sont sains et saufs. Et la troisième chose, c'est pas une bonne nouvelle, c'est moi qui ai oublié de noter tout à l'heure les coordonnées des gens qui ont pris leur adhésion, donc je les invite à passer pour voir, donc je pose de moi le prendre, et ensuite, il faut que je note en coordonnées. Voilà, je crois que c'est tout. Je ne sais pas s'il y a quelques questions sur cette très passionnante et riche conférence sur la radioastronomie, quelques sujets connexes de l'astrologie. Moi j'avais des questions, mais je vais essayer. Juste un mot, je pense, oui, les quasars, en fait, tu as raison de dire qu'on n'en a qu'un seul qu'on peut voir dans le télescope amateur. Il y en a beaucoup qu'on peut photographier dans le télescope amateur avec des caméras CCD. Avec un temps de pause suffisant, on en voit, ça pollue presque nos images de galaxies. Parce qu'il y a des cartes qui les détaillent, on fait la place. Donc, par exemple, on en a marginalement une photographie des galaxies, on en voit dans le champ de photo. Je sais pas s'il y a des questions. Si ta présentation est disponible, je ah oui, je vais la donner. Je pense que vous pourrez la distribuer. D'accord. J'en laisserai. Voilà, parce que les gens intéressés pour récupérer le document de présentation peuvent passer par l'intermédiaire de l'association pour le récupérer, pour le relire. Oui, ça pas lu tout ce qu'il y a, parce que parfois les caractères sont assez petits, et au fond, je vous avais toujours. Oui, le document sera
s'y remettre parce que c'était très légitime. Une question, hein, on a rapidement parlé de Starlink. Est-ce qu'il y a une organisation de tutelle qui donne l'autorisation d'émettre ce genre de satellite ou pas, qui fait l'arbitrage entre l'utilité d'avoir un internet plus rapide et des découvertes qu'on peut faire en astronomie? D'accord. En fait, c'est les Américains qui donnent des licences, et il paraît qu'il y a des discussions très, très ardues entre justement Amazon et tous les gens qui veulent faire. Donc l'idée, c'est qu'actuellement les satellites de travail avec Internet, ils sont, je ne connais pas exactement la hauteur, mais ils sont assez élevés. Pour améliorer les performances, on va mettre des beaucoup plus bas. Et pour que les temps de réponse. Voilà, les temps de réponse. Seulement s'ils sont beaucoup plus bas, il faut qu'ils soient beaucoup plus nombreux. Et donc pour le moment, La question est plutôt d'ordre juridique. Alors oui, est-ce qu'ils ont le droit de le faire? La réponse est un vide juridique. Oui, d'accord. Il y a un vide juridique, donc les Elon Musk et autres s'engouffrent dans le vide juridique et essaient de prendre de vitesse des textes qui n'existent pas encore, qui ne sont pas clairs. oui, enfin donc alors il paraît qu'il y a quand même avec Starlink, il paraît qu'il y a quand même un peu des. Par exemple, ils ont proposé de peindre leur satellite, je crois en noir, et donc pour éviter, pour moins gêner. Donc il y a des discussions si vous voulez, mais c'est pas encore au point, ça c'est sûr. Mais on ne sait pas non plus s'ils vont les faire quand même, les 42 000 satellites. C'est bien parti, mais il y a une vraie question, vous avez raison de soulever, c'est est-ce que tout ça vaut bien la peine? Parce que d'abord, l'Internet actuel est déjà assez rapide comme ça, il y a d'autres besoins que nous crions aujourd'hui, et puis ça va coûter énormément, notamment en énergie, non seulement en coût de lancement des satellites, mais aussi en énergie de fonctionnement de tout ça. Donc il y a une vraie question, qui est d'ailleurs soulevée par des gens que certains d'entre nous connaissent bien, je pense à Aurélien Barraud, qui est un astrophysicien talentueux, et qui pose aussi la question de la l'acceptabilité environnementale en termes de développement durable, parce que c'est un non-sens. Il n'y a pas de Starlink, c'est Elon Musk. Mais il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui, il y a Amazon. Et dernièrement, il s'est dit sensibilisé à Oui, il s'est dit, mais il y a des enjeux derrière, il continue. Alors, il n'a pas certains de ses satellites en noir, mais ça n'a pas beaucoup de. Par exemple, une élévation très grande, on continue de les voir. Et tu as pris des photos déjà des satellites Moi non, mais certains ont dit que le dos, c'est assez catastrophique. Moi, c'était, vous savez, pendant le confinement, là, une série qui est passée, c'est impressionnant. C'est impressionnant, oui. Ça va, les astrophotographes ont du souci à se faire. Je fais partie de ce Ils peuvent les inclure. Pardon? Ils peuvent les inclure. Non. Ah non, c'est pas facile, quand on a beaucoup, c'est Parce facile. qu'il y en a trop. Ah oui, quand il y en a beaucoup. Bon. Voilà, je suis à votre question. En point 60. Il va y avoir des dizaines de milliers de termes. Normalement, oui. Bon, alors, sauf s'il y a d'autres questions, je rappelle, Patrick, t'es là, Patrick?